Donc, pour bénéficier de vos regards croisés, et encore merci d'être là, et pour lancer cette conférence, moi j'aurais une première question, tout en vous invitant également à réagir si vous avez besoin d'éclairage. Les échanges peuvent se faire tout à fait au gré de la conférence. Donc la première question pour cadrer le sujet, qu'est-ce que l'extraterritorialité, comment ça se matérialise et quels sont les enjeux connus et cachés des entreprises? Et pour ça, William, comment vous pourriez cadrer peut-être la problématique pour que l'on puisse lancer ce sujet plus en détail? Merci beaucoup, merci à tous pour votre présence ce soir et votre invitation. Bon, je vais reprendre un peu la discussion qu'on avait au tout début. Déjà, pour cadrer l'extraterritorialité, on a une certaine tendance à la voir comme quelque chose de négatif en ce moment. On va en parler sous des angles qui sont des angles de sécurité, de risque, de danger. Mais je voudrais d'abord rappeler l'aspect extrêmement positif de l'extraterritorialité. C'est aussi le fait que nos frontières ne sont pas fermées, que nos entreprises s'exportent, travaillent à l'étranger, et c'est une véritable richesse extrêmement importante. Alors le côté négatif, c'est qu'on va se trouver confronté potentiellement à des juridictions, à des compétences de juridictions étrangères qui vont avoir un impact sur les entreprises françaises et sur l'équilibre économique général. Et qui vont être utilisées, ces compétences territoriales, pour autre chose que ce qui pourrait être en apparence prévu, c'est-à-dire autre chose que la pure lutte contre la corruption, autre chose que la pure lutte contre le fonctionnement, le travail avec des pays qui sont l'objet d'embargo, ou avec des sujets de concurrence déloyale ou autres, que ce soit civil, pénal. Ça va être utilisé, on va revenir là-dessus, comme une arme économique pour déstabiliser des entreprises. Je vous invite, je pense que je ne serai pas le seul à en parler, mais sur un sujet comme celui-ci, je vous invite à lire le rapport de Raphaël Gauvin sur l'extraterritorialité et la fragilité très importante de notre système juridique. Et il y a un constat qui est fait, qui est assez terrible, mais qui est très intéressant. Alors, sous quels angles on peut voir cette extraterritorialité ? On va d'abord avoir une compétence de juridiction étrangère sur des terrains qui vont être celui, je l'évoquais, de la lutte contre la corruption. On parle beaucoup des États-Unis, du FCPA. On a aussi le Bribery Act. On a d'autres législations, mais ce sont ces deux-là principales qui vont avoir un impact. On a la législation toujours américaine sur la lutte sur les embargos, qui vont avoir un critère de rattachement extrêmement facile, qui vont donner une compétence territoriale aux juges étrangers. Par exemple, pour les États-Unis, il suffira d'avoir utilisé le dollar comme monnaie d'échange, c'est quand même la monnaie d'échange internationale encore aujourd'hui, même si l'euro progresse. Il suffit d'avoir utilisé le dollar dans un contrat, dans une transaction, pour donner potentiellement compétence aux juges américains. Il suffira aussi d'avoir utilisé des serveurs situés à l'étranger, d'avoir des emails qui sont passés par l'étranger, par les États-Unis, pour donner compétence aux juges américains. Pour le Bribery Act, il faudra avoir des relations commerciales établies avec le Royaume-Uni. Ça, c'est le critère de rattachement. Ça ne veut pas dire que l'infraction se sera produite aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Je vais prendre l'exemple d'un cas de corruption qui serait commis au profit d'une société qui se trouverait en Europe du Nord, avec un corrompu qui serait quelqu'un dans un pays au hasard qui pourrait être le Brésil, avec un salarié corrupteur qui pourrait se trouver en Espagne. Aucun rapport Suède, Brésil, Espagne avec le Royaume-Uni. Pour peu que la société suédoise ait des relations commerciales par ailleurs avec le Royaume-Uni, pour peu qu'elle échange, qu'elle commercialise ses produits au Royaume-Uni, le juge britannique aura compétence pour ce cas de corruption qui serait produit complètement ailleurs. C'est radicalement différent de ce qu'on pourrait avoir en droit français. En droit français, il faudra qu'un des éléments constitutifs du délit ait été commis avec un critère de rattachement à la France. Soit c'était commis sur le territoire, soit il y a un élément actif, positif sur le territoire, soit c'était un Français, mais certainement pas simplement que l'une des sociétés ait une activité économique
par ailleurs avec la France. Ça ne fonctionne pas. Ça marche avec le Royaume-Uni, ça marche avec les États-Unis. On va avoir d'autres sujets qui vont se poser, qui sont différents en matière civile, où on va avoir sur l'extraterritorialité, en dehors de la compétence qui pourrait être donnée, mais les choses peuvent se recouper. On va avoir des questions qui vont se poser en matière de preuves, et on va se trouver confronté à des lois qui sont un peu plus, j'allais dire plus puissantes, en tout cas qui sont différentes, très différentes de ce qu'on peut connaître en France, qui sont les lois avec la discovery ou la disclosure, selon qu'on se trouve aux États-Unis, en Angleterre, en Australie ou autre, des lois de common law, où on va avoir une coopération très différente avec la partie adverse et avec le juge. On va transmettre des pièces de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, beaucoup plus ouverte. Et on va avoir aussi des questions d'extraterritorialité qui vont se poser pour avoir communication de ces pièces, avec un impact considérable. On ne sera pas sur du pénal, là, on sera sur des questions civiles. On va avoir des demandes de communication de pièces qui peuvent porter sur des choses qui peuvent relever du secret des affaires, qui peuvent relever de listing de clients, d'emails internes à l'entreprise qui seront demandés dans des procédures. Où le juge étranger, américain, anglais, australien, moi je suis intervenu dans des procédures en Grande-Bretagne et en Australie, va demander, ou la partie adverse plutôt, va demander des pièces dans la discovery ou la disclosure, des pièces à la partie française adverse, qui n'a pas normalement d'argument en réponse pour refuser, sauf notre loi de blocage, qui est une loi qui est écartée dans bien des cas par les juges étrangers. Je ne vais pas rentrer en détail, on n'a pas le temps, mais on a des systèmes, on a des coopérations qui existent, on a au niveau européen, le règlement européen de 2001, vous avez la convention de la Haye de 70 pour le niveau extra-européen, international, où on doit passer normalement dans le respect de ces textes pour obtenir les preuves. Sinon, loi de blocage qui s'oppose pour que l'entreprise puisse refuser. Mais dans bien des cas, l'entreprise n'ose pas refuser. Elle n'ose pas refuser parce qu'elle a peur d'une sorte de contempt of court, d'avoir une interdiction de travailler avec les États-Unis, par exemple, et elle va donner les pièces, et les juges considèrent que la loi de blocage n'est pas efficace et vont quelquefois ordonner la transmission. Donc deux types de textes, nature pénale, nature plutôt civile. Deux situations, avec un point commun. Dans 99% des cas, nous sommes dans des litiges qui sont liés au-delà de la lettre du texte et au-delà de l'infraction potentielle ou du manquement qui pourrait être constaté, on est dans des litiges qui sont liés entre concurrents à une question de commerce. Nous sommes dans l'utilisation de textes juridiques, mais tu en parleras plus que moi, l'utilisation de textes juridiques comme arme de commerce pour faire plier les entreprises françaises, les entreprises européennes. Quand on regarde les cas qui sont des cas d'extraterritorialité applicables en lutte contre la corruption, la majorité des entreprises soumises à quasiment des obligations de négociation avec les autorités américaines par peur de ce qu'un juge pourrait dire, ce sont des entreprises non américaines, des entreprises européennes, des entreprises françaises pour un grand nombre, et ces procédures sont utilisées pour les faire plier et les faire céder, y compris pour céder des branches d'activité importantes à des concurrents. Donc l'extraterritorialité, c'est ça, c'est à la fois du positif, je veux vraiment insister là-dessus, c'est aussi la soumission de nos entreprises et de nos citoyens à des lois étrangères, alors que nous n'avons pas la même arme. Et donc va se poser la question de comment empêcher d'être soumis aux lois étrangères. On avancera sans doute là-dessus, comment bloquer et pouvoir y répondre, certainement pas dans l'état actuel de la loi de blocage, qui est insuffisante. Mais deuxième question, c'est comment faire pour que nos lois puissent nous permettre la même chose. Et c'est loin d'être le cas. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on révise la compétence territoriale des juges français. C'était une demande d'ailleurs du directeur de l'AFA, Charles Duchesne, quand il était entré en fonction. On verra si les ministres avaient dit qu'il aurait à mériter l'évolution législative. Je ne sais pas si ça va être le cas vu les dernières décisions de la commission des sanctions. Mais en tout cas, on a un problème de législation française qui ne nous donne pas les mêmes armes par rapport aux autres pays. Et quand on entend ça, donc du positif, mais moi je reviens quand même à une question, et peut-être je me tourne vers Frédéric. Quel est le mobile, parce que le mobile, vous disiez, Myriam, que c'est les enjeux de concurrence, on est dans la guerre économique. Donc on a la réponse à notre question. Mais Frédéric, qu'est-ce que tu pourrais dire des enjeux connus, cachés,
Et comment, à part attendre que l'enquête tombe, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, l'extraterritorialité, c'est pas nouveau, hein. Si on reprend un peu l'histoire, les Romains l'avaient inventé bien avant nous. Les Anglais, lorsqu'ils ont conquis la moitié du monde, ont imposé leurs lois un peu partout, et Napoléon a fait la même chose. Donc maintenant, c'est le tour des Américains. À partir du moment où vous avez une domination économique et militaire sur le reste du monde, vous allez essayer d'imposer votre loi. Et donc, c'est ce que font actuellement les États-Unis. Le font parce qu'ils contrôlent principalement deux tuyaux, le tuyau SWIFT et donc toutes les transactions en dollars, qui permet de rattacher à peu près 70% des transactions mondiales au territoire américain. Et le deuxième tuyau, c'est le tuyau de l'Internet, où avec les GAFA, ils contrôlent aussi pratiquement toutes les communications. Donc via ces deux tuyaux, ils ont juridiction à peu près sur à peu près tous les contrats passés à peu près par toutes les entreprises. Et s'ils ne l'ont même pas, la dernière décision d'une cour d'appel aux États-Unis dans le cadre d'un projet d'application du FCPA, la juge de la cour d'appel du 5e circuit a décidé qu'à partir du moment où il y avait un impact économique sur les États-Unis, ils avaient juridiction. Donc là, on ouvre à peu près à toutes les transactions. Donc, le problème n'est pas seulement la loi, mais l'application de la loi et les moyens qu'on se donne pour appliquer les lois. On peut avoir toutes les lois qu'on veut, et tu l'as cité avec la loi de blocage française qui existe depuis 1968, qui a été révisée, etc. On va avoir toutes ces lois, si on n'arrive pas à les appliquer, il y a un problème. Alors, le vrai sujet, c'est aux États-Unis, ils avaient une loi aussi. Si on prend par exemple que le FCPA, qui est quand même la loi qui touche à peu près tout le monde, parce que à peu près toutes les entreprises sont soumises à la corruption, l'export contrôle, etc. C'est un peu plus compliqué, les violations des embargos, il faut déjà travailler dans des pays un peu plus compliqués, mais la corruption, à peu près tout le monde travaille dans des pays où la corruption fait loi. Donc le FCPA, ils l'ont inventé en 1977. Donc on dit souvent qu'on a beaucoup de retard par rapport aux États-Unis qui luttent contre la corruption de manière vertueuse depuis 40 ans. Sauf que pendant 25 ans, les États-Unis n'ont absolument pas appliqué leurs lois. Ils ont commencé à appliquer leurs lois à partir du début des années 2000. Alors pourquoi ils ne l'ont pas appliqué avant? Parce que les entreprises américaines se disaient, écoutez, pourquoi vous nous imposez une loi qui n'est pas imposée à nos concurrents européens? Je vous rappelle que jusqu'à l'an 2000, les entreprises françaises allaient à Bercy, déclaraient les pots de vin et c'était déductible des impôts. Et c'était la même chose en Allemagne, en Autriche, etc. Donc, entre 1977 et 2000, les entreprises américaines étaient dans une distorsion de concurrence par rapport à leurs concurrents européens. Donc, ils ont fait beaucoup de pression sur le département d'État américain et sur le département de justice américain pour ne pas appliquer ce FCPA. Et il n'a pas été appliqué pendant pratiquement 25 ans. Mais à partir du moment où on a eu la fin de la guerre froide, et où ils ont dû réorienter tout un pan des services de renseignement américains sur la guerre économique plutôt que sur le renseignement politique, ils ont commencé à changer leur propre loi, à la rendre extraterritoriale en 1998, à mettre le service de renseignement américain principalement sur le renseignement économique. Je vous invite à relire ce que Snowden a dit, ou plutôt Glenn Greenwald, ce qu'il a écrit en 2013, où les services de renseignement américains, via la NSA et via le projet PRISM, espionnaient massivement toutes les entreprises européennes. Toutes les entreprises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars étaient systématiquement sous écoute de la NSA. Donc ça veut dire que tous les cadres d'Alstom, d'Airbus, de Thales, etc., qui négociaient ces contrats, étaient écoutés. Et bien sûr, ces renseignements étaient ensuite passés à leurs concurrents américains, bien évidemment. Donc, les États-Unis se sont donné les moyens, en fait, de faire appliquer leurs lois et de faire un peu jouer la terreur un peu partout dans le monde. Donc le problème n'est pas seulement de créer des nouvelles lois ou de rendre la loi sympa de extraterritoriale, etc. Le problème est vraiment comment appliquer ensuite derrière ces lois. L'Angleterre, bien sûr, a une loi extraterritoriale, mais elle n'aura pas les mêmes moyens que les États-Unis de la faire appliquer. Le seul moyen pour moi de rétablir un peu un équilibre entre les États-Unis et l'Europe, malheureusement, c'est de faire des exemples comme le font les États-Unis pour essayer de rétablir cet équilibre. Nous avons été capables de le faire
il y a 25 ans sur les lois antitrust. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 25 ans, les États-Unis avaient attaqué les entreprises européennes pour cartel. Les Européens à l'époque avaient réagi et avaient donné mis des amendes aussi extrêmement importantes aux entreprises américaines. Depuis, chacun lève son linge sale de son côté, et Madame Vestager, etc., et la Commission européenne est plutôt compétente maintenant en termes de tout ce qui est antitrust. Corruption, 25 ans plus tard, on est incapable de faire la même chose en Europe, absolument incapable. Pourquoi ? Parce que bien avant Trump, de toute façon, les États-Unis avaient réussi à diviser les pays européens, et donc essayer d'attendre une réponse européenne à ce type de problème, à mon avis, c'est se défausser du problème vers quelqu'un qui n'arrivera pas à résoudre ce problème. Je fais beaucoup de conférences en Allemagne. Actuellement, c'est extrêmement compliqué de faire comprendre l'extraterritorialité américaine aux entreprises allemandes. Pourtant, on en parlait tout à l'heure, si vous regardez les entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre du FCPA, par exemple, déjà, on en est maintenant, après l'affaire Airbus et l'affaire Fresenius, je ne sais pas si vous connaissez Fresenius, c'est une boîte qui fait de la pharma en Allemagne, on en est à 66% d'amendes FCPA payées par les entreprises européennes. C'est absolument gigantesque, dont à peu près 25% payés que par les entreprises françaises. Et l'Allemagne a été bien sûr bien impactée avec Siemens, Deutsche Telekom, Daimler, etc. Mais il n'y a absolument pas ce réveil qu'on a en France. Regardez, on est 150 aujourd'hui dans la salle. Il y a ce genre de conférences 3 fois par semaine depuis pratiquement 1 an. Donc il y a un vrai réveil en France sur ces sujets de souveraineté numérique, industrielle, juridique. Mais on est à peu près les seuls. Et on est extrêmement isolés pour l'instant en Europe sur ce type de sujet. Peut-être... Effectivement, oui, Blandine, c'est pour ça que j'imagine que tu tournes vers elle. Blandine, quelle est la vision des entreprises ? Comment les entreprises réagissent-elles ? Est-ce qu'elles approchent le sujet à la hauteur du problème ? Il y a 2 types d'entreprises. Il y a les entreprises, effectivement, ou peut-être 3. Il y a les entreprises qui ont été sensibilisées et qui, effectivement, à la faveur ou sous la contrainte d'une enquête ou d'un problème de corruption ou autre, ont été obligées de mettre en place un programme à marche forcée, un programme de compliance. Et à partir de ce moment-là, effectivement, elles se donnent les moyens de mettre en place un programme de compliance. Il y a les entreprises qui n'ont pas du tout été sensibilisées. Ça n'arrive qu'aux autres. Donc ça, elles ont eu beaucoup plus de mal, elles ont pris beaucoup plus de temps à mettre en place un programme de compliance. La loi Sapin 2 a un peu aidé fin décembre 2016 en donnant des critères d'applicabilité de cette loi au-delà de 100 millions et à partir de 500 personnes dans l'entreprise avec des critères détaillés, mais on ne rentrera pas dans ces détails. Donc les entreprises mettent en place ces programmes à partir du moment où elles sont au-delà de ces seuils-là, mais quand même, alors que cette loi a été applicable très rapidement derrière, elles commencent à mettre en place à partir de cette époque-là les programmes de compliance et se donnent le temps de le mettre en place. C'est souvent vu avec un prisme très juridique où on dit il faut appliquer la loi. Donc, c'est le service juridique, la direction juridique qui va mettre en place le programme de compliance, si par chance il y a une direction juridique, ou alors ce sont des avocats qui effectivement sont mandatés pour déployer un programme de compliance de façon plus ou moins adaptée à l'ADN de l'entreprise. Et puis, il y a un 3e cas où effectivement les entreprises sont sous les radars, ne correspondent pas au seuil d'applicabilité de la loi, et à ce moment-là, elles ne mettent pas du tout en place les programmes de compliance. Sauf que, par capillarité, il y a les entreprises qui sont assujetties à la loi et qui doivent mettre en place un programme de compliance, qui doivent aussi montrer que tout leur écosystème, les parties prenantes, et en particulier les fournisseurs, sous-traitants, sont aussi compliant et ont un programme de compliance en place. Donc, même les entreprises qui ne rentrent pas dans les seuils doivent, d'une certaine manière, être assez bons élèves pour mettre en place
le mieux possible et dans la mesure où ça les concerne, des éléments d'un programme de compliance pour montrer qu'elles sécurisent la façon dont elles font du business et qu'elles pourront répondre aux demandes des entreprises qui sont soumises en disant oui, oui, on est compliant, oui, effectivement, on a une démarche de compliance, on sait ce que c'est et on est vigilant sur qui sont nos tiers parties notamment. Donc effectivement, selon les groupes, ce sujet-là est vraiment plus ou moins pris au sérieux, plus ou moins considéré. On lui attribue plus ou moins de moyens. Et je pense que c'est là le nerf de la guerre, c'est que la compliance n'est pas un sujet juridique, c'est un sujet holistique qui doit adresser l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Tout le monde doit s'impliquer sur ces sujets-là, puisque c'est chacun dans sa façon dont il gère la partie qu'il a dans l'entreprise ou dans sa relation avec l'entreprise, de s'assurer que ce qu'il fait est compliant. C'est vrai qu'on oscille encore entre le pas vu, pas pris et la tolérance zéro. Et pour la tolérance zéro, dans certains cas, avec une approche assez marketing de la compliance. Mais dans ces cas-là, je me retourne vers Frédéric.